Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Le 15 mai, les Palestiniens célèbrent le 70e anniversaire de la Nakba, la catastrophe. Une date qui fait référence à l'exode forcé de près d'1 million de Palestiniens suite à la guerre de 1948. Le problème du retour de ces réfugiés n'est toujours pas résolu à ce jour, alors qu'une résolution onusienne avait été votée en 1948, la résolution 194, pour justement assurer leur droit au retour. Pour discuter de ces sujets pour cette deuxième partie, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre rédacteur en chef à Monte-Carlo Doualiya, Mostafa Tossa. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et nous avons gardé avec nous depuis Jérusalem, toujours en direct, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine et merci d'être resté. Bonjour. Alors, Mostafa, je commence tout d'abord avec vous. Là aussi, un rappel historique s'impose. Le 15 mai, la Nakba, de quoi parle-t-on ? Oui, à la fin du mandat britannique et au lendemain de l'annonce de l'indépendance, de la création de l'État d'Israël, il y a eu ce qu'on a appelé depuis un vrai nettoyage ethnique, des expulsions massives. Les Palestiniens qui habitaient cette terre ont été dépossédés et ont été poussés à l'exil. On avait un chiffre de l'époque, c'était 770 000 Palestiniens, autant de familles qui étaient poussées vers la Cisjordanie, vers Gaza, vers les pays voisins. Donc on les a complètement dépossédés de leurs terres. Alors c'était une opération qui était très violente parce qu'elle était l'œuvre d'une organisation paramilitaire qui s'appelle la Haganah. Ouais. Et donc à ce moment-là, cette page de l'histoire qui n'était pas jusqu'à un certain nombre d'années très bien connue, maintenant ce sont des historiens israéliens, les nouveaux historiens israéliens qui essaient un petit peu de jeter la lumière sur cette séquence fondatrice de la relation entre Israéliens et Palestiniens, comment des dizaines, des centaines, des milliers de Palestiniens ont été poussés vers l'exil et chaque famille avait un symbole avec elle, c'était les clés de sa maison pour éventuellement retourner un jour sur le territoire palestinien. Antoine, en Palestine, le 15 mai, en tout cas de cette année, marque aussi la fin du rassemblement appelé la Grande Marche du Retour. Pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit là aussi ? Eh bien, en tout début d'année, de cette année 2018, eh bien, il y a plusieurs Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza et qui ont voulu essayer de marquer un petit peu les esprits avec ce 70e anniversaire de la Nakba, en effet, et qui ont voulu enclencher un mouvement qui permettrait de faire une grande manifestation tous les vendredis pendant 6 semaines. Vendredi, évidemment, jour de la grande prière hebdomadaire dans le monde musulman. Tous les vendredis, donc cette grande manifestation à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, pour pouvoir réclamer le droit au retour. C'est le droit au retour des réfugiés dont on vient de parler. Et c'est vrai que beaucoup encore, on a vu un reportage tourné par Cécilia Lucho cette semaine de notre bureau ici à Jérusalem, dans un camp où ils ont encore la clé à la main dans le placard. Et beaucoup de familles palestiniennes ont encore cette clé-là, qu'elles soient en Cisjordanie, à Gaza ou même parfois à Jérusalem-Est. Et donc ce mouvement a été petit à petit évidemment récupéré par le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Il continue ce mouvement jusqu'à aujourd'hui, il est censé s'arrêter le 15 mai. Il va aussi y avoir des fortes manifestations le 14 mai, mais il va bien au-delà du demande de droit au retour, parce que finalement, le droit au retour, on présente souvent cela comme une des revendications principales des Palestiniens, et c'est vrai, mais c'est aussi vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des négociations un petit peu poussées, je pense à Camp David par exemple, c'est aussi l'une des premières choses à laquelle les Palestiniens veulent bien renoncer finalement dans les négociations, bien plus que Jérusalem d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que cette annonce de Donald Trump en décembre sur le déménagement de l'ambassade à Jérusalem et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël a fait autant polémique. Alors Antoine, depuis le début de ces manifestations, c'était fin mars, il y a eu quand même plusieurs dizaines de morts côté palestinien. Alors, de leur côté, les organisateurs palestiniens parlaient au début, en tout cas, de marches pacifiques, etc. Et puis après, on a quand même vu des heurts avec les soldats israéliens qui ont mené donc à plus d'une quarantaine de morts côté palestinien. Tout à fait. Il y a deux choses en parallèle finalement. Depuis le début du mouvement, il y a plusieurs milliers de manifestants toutes les semaines qui se rassemblent à 5 points principaux de cette frontière dont je vous parlais entre la bande de Gaza et Israël. Ils sont en général 10 000 à peu près depuis le début. Ça s'est un petit peu essoufflé ces 2 dernières semaines, même si on sent que le mouvement a réussi tout de même à perdurer, et en ça c'était une victoire. L'immense majorité de ces manifestants sont pacifiques. La plupart
plupart étaient même un peu dans une ambiance de kermesse avec de la musique, etc. Mais il y a aussi, et ça c'est vrai, eu des violences toutes les semaines, systématiquement, avec des jets de pierre sur les soldats israéliens qui sont juste de l'autre côté de la barrière de protection, avec des tentatives pour endommager cette barrière de protection. L'armée israélienne affirme même qu'il y a eu des usages quasiment toutes les semaines d'explosifs, d'engins explosifs pour abîmer cette barrière de protection. Et systématiquement, les Israéliens, depuis le début, ont prévenu en disant attention, si vous approchez à moins de tant de mètres de la barrière de protection, nous ferons feu, nous tirerons, nous vous prévenons, donc vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenus. Et malgré cela, de nombreux jeunes se sont tout de même approchés, ont fait des provocations, et il y a eu des coups de feu à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises même, de l'armée israélienne, qui a certes tenté de disperser les manifestations avec les moyens habituels, comme quand vous pouvez voir une manifestation dans Paris, par exemple, avec des gaz lacrymogènes ou autres, même si ceux-là sont assez poussés. Mais il y a aussi eu beaucoup de coups de feu et de nombreux morts, même s'il y en a eu moins ces 2 dernières semaines. Mostafa, ces manifestations ont pour objectif de rappeler au monde, en fait, quelque part, le statut justement de ces réfugiés et ce grand dossier du retour des réfugiés dont parlait Antoine. Il y a eu cette résolution qui avait été votée en 1948, qui n'a pas pu vraiment être appliquée. Où en sommes-nous aujourd'hui du retour de tous ces réfugiés qui ont quitté justement leur terre en 1948, et aujourd'hui on parle de plus de 7 millions de personnes. Oui, alors vous avez parlé de cette résolution, cette fameuse résolution qui a instauré le droit de retour. Il y a eu une autre résolution qui n'est pas moins importante, qui a été votée dans les années 70, qui a rendu ce retour inaliénable. Donc pour tous les Palestiniens, pour toute la diaspora, il faut absolument retourner dans son pays. Mais dans tous les cycles de négociations entre Israéliens et Palestiniens, cette question du retour a toujours été reportée aux négociations finales. On n'a jamais su trancher pour dire est-ce que réellement les Palestiniens ont le droit ou dans quelles conditions ils peuvent retourner. Les Israéliens refusent cette idée de retour de manière totale parce qu'ils estiment que le retour d'au moins 4 millions de personnes sur les territoires israéliens et palestiniens, ça va déséquilibrer sur le plan démographique l'État d'Israël, ça va changer complètement la donne politique et démographique, et c'est pour ça qu'ils ne veulent absolument pas accepter ce retour. De leur côté, les Palestiniens ne veulent pas abandonner ce rêve parce que le droit du retour est un élément constitutif de l'identité palestinienne. Il n'y a aucun Palestinien, aucun leader palestinien qui peut dire demain « j'abandonne, je cède le droit au retour ». Il faut le négocier avec les Israéliens. C'est ce qui va se passer dans les prochains rounds de négociation, si demain la négociation va reprendre. Mais c'est un élément important dans l'identité palestinienne, et aucun homme politique palestinien, aucun groupement politique palestinien, que ce soit le Fatah, le Hamas, ne peut publiquement abandonner ce rêve parce que c'est quelque chose d'extrêmement vital pour la mémoire et l'identité palestinienne. Antoine, justement, en parlant des négociations de paix, avec le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, on comprend aujourd'hui que les États-Unis vont avoir un peu de difficulté à jouer justement ce rôle de médiateur pour apporter la paix au Proche-Orient et dans ce conflit. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que cette paix entre les Israéliens et les Palestiniens est vraiment définitivement hors de portée, ou est-ce qu'elle devient un peu plus difficile encore? Je ne dirais pas définitivement, parce qu'il faut toujours un petit peu garder espoir tout de même. Et la paix serait bonne pour tout le monde. Et on a des surprises. Regardez la Corée du Nord récemment, c'est pas encore réglé, loin de là, loin s'en faut. Mais on peut avoir des surprises. Cela dit, la paix pour l'instant, c'est très difficile et les négociations de paix sont complètement au point mort. Il n'y a rien depuis 2014. Ça fait tout de même 4 ans. Donald Trump nous promet depuis plus d'1 an un plan de paix qui va être le deal du siècle. Mahmoud Abbas lui a répondu en disant pour l'instant, c'est plutôt la claque du siècle pour nous. Donc la paix, elle est très, très mal engagée pour l'instant parce que les Palestiniens en plus se sentent même abandonnés par certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite qui a eu une position assez dure en essayant de les convaincre de renoncer à certaines choses. C'est vraiment extrêmement mal engagé pour l'instant. On attend. Comment ? C'est mal engagé, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Oui, tout à fait, c'est mal engagé. On attend de voir désespérément s'il y a vraiment ce plan de paix qui va arriver de la part de la Maison-Blanche, où je parlais des diplomates qui sont européens, qui sont en poste ici, qui revenaient justement de la Maison-Blanche, ou même certains conseillers de Donald Trump qui sont censés connaître ce sujet-là, et y compris au département d'État, n'étaient pas au courant. Ils disaient, vous savez, ils parlaient de Donald Trump et de Jared Kushner, son gendre, qui est chargé aussi de cette question-là, en disant, eux, ils préparent un plan de paix, mais nous, on n'est pas impliqués. Donc,
on attend de voir vraiment si c'est concret ou pas et s'il va y avoir quoi que ce soit qui puisse avancer. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, Donald Trump a dit que Jérusalem n'était plus sur la table alors que c'est un élément principal pour tout le monde. Même s'il n'a pas donné les frontières, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire qu'à un moment, il peut y avoir Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien, comme le réclament les Européens et bien d'autres. Mais pour l'instant, en tout cas, ces négociations de paix sont au point mort absolu. Merci Antoine. Alors, Mustapha, pour finir justement, quel rôle jouent les pays arabes? Puisqu'on parle de la communauté internationale, on parle de l'ONU, on parle des institutions internationales, sauf qu'il y a quand même des pays arabes, dont certains qui sont très riches et qui pèsent beaucoup sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'ils font pour cette cause? Alors, les pays arabes sont divisés par rapport à cette question. On trouve des pays arabes qui demandent ou qui mettent en demeure la direction palestinienne de faire des concessions pour éventuellement arriver à un accord de paix, de vivre ensemble avec les Israéliens. On voit l'Arabie Saoudite, on voit les Émirats Arabes Unis. Et puis, il y a d'autres pays comme la Syrie, comme l'Irak, comme d'autres pays qui veulent absolument, qui empêchent les Palestiniens de faire ce genre de concessions et qui excitent leur appétit territorial et leur appétit d'existence. Donc, le monde arabe est divisé. Alors, mais maintenant, la solution qui est envisagée, c'est le fameux grand deal du siècle. Donc, à partir de cette affaire de Jérusalem, le grand deal du siècle va-t-il concerner les réfugiés? Va-t-il concerner les territoires? Va-t-il concerner... Donc, beaucoup de questions se posent et ces pays arabes-là vont être obligés à un moment ou à un autre, non seulement de participer politiquement à cette solution, mais aussi de mettre la main à la poche pour financer la paix. Parce que si la guerre est quelque chose qui coûte, la paix est quelque chose aussi qui demande beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Et là, les pays du Golfe vont être appelés à participer au financement de cette paix. Donald Trump les a déjà d'ailleurs appelés à participer aussi militairement, mais aussi financièrement dans le conflit syrien et par rapport à tous les efforts internationaux justement pour mettre fin à ce conflit. Merci beaucoup Mustapha Tossa d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Antoine Mariotti d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine à la même heure sur France 24. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Je vous souhaite un très bon week-end à tous.